Imaginez un soleil brûlant sur une plaine poussiéreuse de Californie. Des dizaines de caméras braquées sur une petite ville en bois. Des acteurs en larmes. Un homme au centre, calme, les mains dans les poches. Et puis, boum, une explosion. Puis une autre. L'église. L'école. Le magasin général. La maison des Ingalls. Tout disparaît en quelques minutes. Ce n'est pas un film catastrophe. C'est la fin d'une série légendaire. Et ce n'est pas du cinéma. C'est réel. Bienvenue dans l'histoire la plus choquante, la plus controversée, la plus émouvante de l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, je vous raconte comment Michael Landon a littéralement fait exploser la petite maison dans la prairie, et pourquoi il a brisé le cœur de millions de fans. Accrochez-vous. On va plonger très loin dans les coulisses. Et à la fin, vous ne verrez plus jamais Walnut Grove de la même façon. Likez dès maintenant si vous êtes prêts. Et abonnez-vous avec la cloche, parce que vous ne voulez pas rater la suite. Peu de moments télévisés ont jamais paru aussi définitifs. Lorsque Michael Landon se tint sur ce plateau poussiéreux de Simi Valley en 1984, il ne mettait pas simplement fin à une série, il mettait fin à une époque. Les caméras étaient prêtes, la distribution demeurait silencieuse et ce qui allait suivre laisserait des millions de fans incrédules. Pendant près d'une décennie, la petite maison dans la prairie avait symbolisé la famille, la foi et la survie. Mais dans sa dernière heure, tout ce que le public aimait à propos de Walnut Grove allait être réduit en cendres. Le chapitre qui a tout changé. Pour comprendre pourquoi ce moment a touché si profondément, il faut revenir là où tout a commencé. Lorsque La petite maison dans la prairie fut diffusée pour la première fois sur NBC le 11 septembre 1974, elle ne se contentait pas de raconter des histoires. Elle racontait la mémoire américaine. Adaptée des romans autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, la série suivait la lutte de la famille Ingalls pour construire une vie sur la frontière. Mais ce qui la rendait différente des nombreux drames familiaux des années 1970, c'était Michael Landon lui-même. Il n'était pas seulement la vedette, il était le showrunner, le scénariste, le réalisateur et souvent le monteur. C'était son univers et sa parole faisait loi. Le public voyait Charles Ingalls non pas comme un symbole de bonté et de force, mais comme un idéal vivant. Mais le contrôle créatif de Landon signifiait que La petite maison pouvait aborder des sujets plus sombres que la plupart des émissions de première partie de soirée n'osaient le faire. Les épisodes traitaient du racisme, de la dépendance, de la maladie, voire de l'agression sexuelle, des thèmes rarement évoqués dans les programmes familiaux de l'époque. La série était à la fois réconfortante et dérangeante, mêlant leçons morales et chagrin. Prenons par exemple l'épisode Le Don en 1976, où un homme noir est victime d'un lynchage dans une ville voisine. Les téléspectateurs ont été choqués, mais ils ont aussi réfléchi. Ou encore L'Enfant perdu en 1977, où Caroline Ingalls sombre dans l'addiction à la morphine après une blessure. Une mère de famille accro, c'était du jamais vu. Et que dire de Sylvia en 1981, un épisode sur le viol d'une adolescente, interdit dans plusieurs pays à cause de sa violence émotionnelle. Ces histoires n'étaient pas gratuites, elles forçaient l'Amérique à regarder en face ses propres démons, tout en gardant cette chaleur familiale qui rendait chaque épisode addictif. Au début des années 1980, toutefois, la télévision changeait rapidement. L'ère des récits familiaux et édifiants faisait place à des drames urbains plus sophistiqués comme Dallas et Dynasty. L'audience commença à décliner. NBC voulait passer à autre chose, mais Landon n'était pas prêt à lâcher prise. Il avait bâti Walnut Grove à partir de rien, à la fois littéralement et émotionnellement. Le décor de Simi Valley n'était pas qu'un ensemble de façades, c'était une ville entière construite sur un ranch en Californie, avec 22 bâtiments, des routes poussiéreuses, des clôtures en bois, tout supervisé par Landon lui-même. Chaque détail comptait. Les planches étaient vieillies artificiellement pour ressembler à du bois centenaire, les fenêtres avaient de vrais carreaux, et même les cheminées fumaient pour de vrai pendant les tournages. Ainsi, lorsque la chaîne décida de tourner la page, Landon insista pour écrire lui-même la fin. Ce qu'il créa allait choquer la chaîne, le casting et tous ceux qui regardaient depuis leur salon. Le téléfilm final La petite maison, Le dernier adieu fut diffusé en février 1984. Il devait offrir une conclusion douce amère, mais il devint tout autre chose, quelque chose d'inoubliable. Dans l'histoire, un promoteur avide revendique la propriété de Walnut Grove et exige que les habitants quittent les lieux. Mais au lieu de se soumettre, les villageois prennent une décision que personne n'aurait pu prévoir. S'ils ne peuvent pas garder leur ville, personne ne le fera. Et ainsi, sous la direction de Landon, toute l'équipe se prépara à tout faire sauter, littéralement.
La destruction de Walnut Grove n'était pas qu'un simple rebondissement scénaristique. Elle était bien réelle. En une journée brûlante à Simi Valley, l'équipe et les acteurs de la petite maison dans la prairie se réunirent pour tourner ce qui deviendrait l'un des dénouements les plus infâmes de l'histoire de la télévision. Le lieu de tournage, ces façades en bois que des millions de téléspectateurs considéraient comme leur foyer, avait été construit près d'une décennie plus tôt sous la supervision de Landon. Chaque planche, chaque clôture, chaque chemin poussiéreux portait des souvenirs. Des acteurs y avaient grandi, des techniciens y avaient passé des milliers d'heures, et même les animaux de la ferme étaient devenus des stars à part entière. Et ce jour-là, tout allait disparaître avant le coucher du soleil. Michael Landon était calme, presque solennel. Pour lui, ce n'était pas seulement une fin dramatique, c'était une déclaration. Après l'annonce de NBC mettant fin à la série, Landon s'était aigri envers la chaîne. Il ne voulait pas que le décor de Walnut Grove soit réutilisé pour une autre production ou laissé à l'abandon. Si ça ne peut pas appartenir à Little House, alors ça n'appartient à personne, déclara-t-il à un membre de l'équipe. C'était la logique derrière la dynamite. Il voulait que la fin soit à la fois symbolique et définitive, des funérailles pour une série qui avait marqué toute une génération. Quand les caméras commencèrent à tourner, les habitants de Walnut Grove, incarnés par les mêmes acteurs ayant partagé une décennie de tournage, se rassemblèrent sur la place du village. Dans le scénario, ils placent des explosifs dans chaque bâtiment, l'école, l'église, le magasin général, même la maison des Ingalls. Puis un à un, ils allument les mèches. En quelques instants, le cœur familier de la série disparaît dans un nuage de fumée et de bois éclaté. Ce fut un choc pour les téléspectateurs. Beaucoup s'attendaient à un adieu sentimental, peut-être un dernier discours de Charles Ingalls sur la foi et la famille, mais à la place, ils virent tout exploser. Les explosions n'étaient pas des effets spéciaux. C'étaient de véritables charges posées par une équipe de démolition agréée, filmées en une seule prise. Les acteurs restèrent derrière la caméra, les larmes aux yeux, regardant leur ville fictive et le décor réel où ils avaient grandi s'effondrer sous leurs yeux. Melissa Gilbert, qui jouait Laura, déclara plus tard que c'était comme assister aux funérailles de son enfance. Elle avait commencé la série à 10 ans, et à 19 ans, elle voyait littéralement son passé partir en fumée. Karen Grassle, Caroline Ingalls, pleurait en silence, se rappelant les dîners familiaux simulés qui étaient devenus de vrais moments de lien. Même les techniciens, habitués aux cascades, étaient émus. Après la fin du tournage, personne ne parla pendant plusieurs minutes. Il n'y avait que le silence et l'odeur de la poudre suspendue dans l'air. Lorsque le dernier adieu fut diffusé en 1984, les téléspectateurs furent bouleversés. Certains y virent un acte de défi, d'autres un cœur brisé. Mais tous comprirent une chose, Michael Landon voulait que la petite maison s'éteigne selon ses propres termes. Il refusait que la chaîne ou le temps transforme sa création en quelque chose de bon marché ou d'oublié. En détruisant Walnut Grove, il en préserva la mémoire. La question restait, à quel prix? Derrière le rideau, querelle, pression et contrôle. Si la destruction de Walnut Grove devint le symbole final de la série, les véritables explosions se produisaient en coulisses depuis des années. La petite maison dans la prairie semblait vertueuse en surface, coucher de soleil, dîners familiaux et leçons morales, mais son plateau était tout sauf paisible. Au centre de tout cela se tenait Michael Landon. Brillant, charismatique, mais profondément autoritaire. Son perfectionnisme fit la grandeur de la série, mais il en fit aussi une expérience tendue. Dès le début, Landon n'était pas seulement Charles Ingalls. Il était le showrunner, le scénariste en chef, le réalisateur et le producteur exécutif. Sa parole pesait plus lourde que celle de NBC. Si son autorité créative donna à la série sa profondeur émotionnelle, elle signifiait aussi que quiconque osait le contredire en payait le prix. L'un de ses premiers conflits éclata avec le co-créateur Ed Friendly. Friendly imaginait une série douce et familiale, fidèle aux livres originaux de Laura Ingalls Wilder. Landon, lui, voulait quelque chose de plus sombre et cinématographique. Quand Friendly insista, Landon l'écarta. À partir de ce moment-là, la petite maison devint entièrement son royaume. Mais même les royaumes connaissent la rébellion. Karen Grassle, qui incarnait Caroline Ingalls, heurta souvent Landon à propos du salaire et du respect. Elle révéla plus tard qu'elle gagnait bien moins que ses collègues masculins malgré son rôle principal. Lorsqu'elle demanda une augmentation, Landon refusa et lui rendit la vie difficile par la suite. Grassle admit qu'elle le trouvait à la fois généreux et cruel, un homme capable de pleurer pendant une scène émotive, puis d'humilier quelqu'un par une plaisanterie déplacée.
Leur relation finit par se réparer, mais seulement des années plus tard, juste avant sa mort. Même les plus jeunes acteurs n'échappaient pas à l'attention. Melissa Gilbert, qui avait commencé la série à 10 ans, adorait Landon comme un père. Il était devenu son protecteur après la mort de son père adoptif, la guidant à travers la célébrité et l'adolescence. Mais ce lien se brisa lorsque Landon entama une liaison avec la maquilleuse de la série, Cindy Clerico, alors qu'il était encore marié. Pour Melissa, qui avait déjà vu le mariage de ses propres parents s'effondrer, la nouvelle fut un choc dévastateur. Elle coupa tout contact avec Landon pendant près d'une décennie, refusant de lui parler même après la fin de la série. Ce qui s'ensuit est l'un des actes de défi les plus inoubliables de la télévision. La destruction totale de Walnut Grove. Chaque famille fait exploser sa propre propriété. L'église, l'école, le magasin général. Les maisons que le public avait vues pendant près d'une décennie disparaissent l'une après l'autre dans un enchaînement de feu et de poussière. Les téléspectateurs à travers l'Amérique restent figés, stupéfaits. Ce n'était pas un méchant qui brûlait la ville, c'étaient les habitants eux-mêmes. Et même si le récit avait un sens tragique, le poids émotionnel venait du fait que ces explosions étaient réelles. Michael Landon avait ordonné que de la véritable dynamite soit placée dans les décors. Ce n'était pas de la magie cinématographique, c'était une démolition. Pour les acteurs et l'équipe, ce jour-là fut insupportable. Beaucoup d'entre eux avaient littéralement grandi là. Melissa Gilbert déclara que c'était comme regarder une partie d'elle-même être détruite. Karen Grassle le compara à assister à des funérailles. Le décor qui représentait autrefois l'amour, la résilience et les valeurs familiales fut réduit en poussière en moins de 10 minutes. Lorsque le tournage s'acheva, Landon resta sur place contemplant les décombres fumants. On raconte qu'il resta là plusieurs minutes, les mains dans les poches, sans dire un mot. Il avait créé cette ville et maintenant il l'avait détruite délibérément. Les réactions furent immédiates et divisées. Certains spectateurs saluèrent la fin pour sa force symbolique, une conclusion aussi brute et authentique que la vie des pionniers qu'elle dépeignait. D'autres la jugèrent barbare, accusant Landon d'avoir profané quelque chose de sacré. Des rumeurs se répandirent, affirmant que NBC avait censuré l'épisode ou l'avait retiré de la diffusion à cause de ces images trop violentes. La vérité pourtant était plus simple. L'épisode fut diffusé exactement comme Landon l'avait voulu, mais son gravité le rendait difficile à rediffuser et de nombreuses chaînes préférèrent proposer les épisodes plus légers et familiaux. Avec le temps, cette absence alimenta le mythe selon lequel l'épisode de l'explosion aurait provoqué la suppression de la série. En réalité, la série était déjà terminée. Ce final n'était que la dernière parole de Landon. Il avait refusé de laisser la petite maison dans la prairie s'éteindre doucement. Il voulait une fin que personne n'oublierait et il l'obtint. Des décennies plus tard, les historiens et les fans en parlent encore, non comme d'un simple coup de théâtre, mais comme d'un acte de rébellion créative, un adieu douloureusement humain. La prairie ne fit pas que brûler, elle fit son deuil. Héritage et réflexion. Le temps a atténué la douleur de cette explosion, mais non sa signification. 40 ans plus tard, la fin de la petite maison dans la prairie divise encore les spectateurs. Était-ce de l'art ou de la destruction? Pour Michael Landon, c'était les deux. Il avait bâti Walnut Grove avec un soin obsessionnel, façonnant chaque poutre et chaque intrigue pour refléter sa vision de la famille et de la foi. Ainsi, lorsque la série prit fin, il se sentit responsable non seulement de son succès, mais aussi de sa mort. Il ne fermait pas simplement un chapitre, il protégeait quelque chose de sacré contre toute dilution par les mains du commerce. Personne d'autre n'y touchera, dit-il à un producteur, et il s'en assura. La puissance choquante du final éclipsa la vérité plus douce qu'il cachait. La petite maison dans la prairie avait déjà changé la télévision pour toujours. Entre 1974 et 1983, elle produisit 204 épisodes abordant tout, de la pauvreté et de la dépendance au racisme et au deuil. Des sujets que la plupart des séries familiales évitaient. Elle faisait pleurer, réfléchir et méditer les spectateurs non seulement sur les années 1880, mais aussi sur leur propre vie. Elle rappela à l'Amérique que la famille ne signifiait pas la perfection et que survivre ne voulait pas toujours dire gagner. Parfois, il s'agissait simplement d'endurer. C'est pourquoi, même après sa fin, l'esprit de la série ne mourut jamais vraiment. Elle trouva une nouvelle vie grâce aux rediffusions, aux reprises puis au streaming, continuant à toucher des millions de personnes qui n'étaient même pas nées lorsque Walnut Grove tomba pour la première fois. Pour les acteurs, cet héritage fut empreint d'émotions contrastées. Melissa Gilbert grandit dans l'ombre de Laura Ingalls, sa vraie vie liée à jamais au rôle qui avait marqué son enfance.
Karen Grassle, qui s'était autrefois heurtée à Landon, parla ensuite de lui avec tristesse et reconnaissance. Alison Argrim, à jamais associée à la méchante Nellie Olson, apprit à embrasser sa célébrité, la transformant en comédie, en militantisme et en article. Même ceux qui s'étaient éloignés d'Hollywood comme Jonathan Gilbert ou les jumelles Greenbush restèrent liés à la prairie par leur nom. Aucun d'eux n'échappa totalement à son emprise. Et pour Michael Landon, la fin de la petite maison devint une partie de sa propre légende. Dans les années qui suivirent, il créa Les Routes du Paradis, une autre histoire de compassion et de rédemption, mais avec des anges à la place des pionniers. Il affronta le cancer avec la même ténacité que ses personnages à l'écran, jurant de se battre jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'il mourut en 1991 à seulement 55 ans, ses partenaires de tournage dirent que c'était comme perdre encore une fois PA. Il leur avait offert leurs premiers emplois, leur carrière et une sorte de seconde famille. Et comme dans la série, sa perte laissa un vide impossible à combler. Aujourd'hui, les ruines de Walnut Grove ont disparu depuis longtemps, mais son histoire demeure. Les fans du monde entier continuent de revoir la série non pour ses explosions ou ses scandales, mais pour son cœur. Ses leçons silencieuses sur l'amour, la foi et la persévérance qui ne vieillissent jamais. Le final s'est peut-être achevé dans les flammes, mais ce qui en est resté était bien plus fort. Un héritage bâti sur l'endurance. Regardez le graphique qui illustre l'évolution de l'audience, de 18,5 millions en 1974 à un pic de 26,2 millions en 1978, puis une descente progressive jusqu'à 15,3 millions en 1983. Ces chiffres ne mentent pas, la petite maison a dominé son époque, touchant jusqu'à un tiers des foyers américains certains soirs. Et même aujourd'hui, elle reste dans le top des séries classiques les plus streamées. Alors, près d'un demi-siècle plus tard, une question persiste. Quand vous repensez à la petite maison dans la prairie, voyez-vous l'explosion qui l'a terminée ou les histoires qui l'ont rendue inoubliable? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues d'Hollywood. Imaginez un soleil brûlant sur une plaine poussiéreuse de Californie. Des dizaines de caméras braquées sur une petite ville en bois. Des acteurs en larmes. Un homme au centre, calme, les mains dans les poches. Et puis boum. Une explosion. Puis une autre. L'église. L'école. Le magasin général. La maison des Ingalls. Tout disparaît en quelques minutes. Ce n'est pas un film catastrophe. C'est la fin d'une série légendaire. Et ce n'est pas du cinéma. C'est réel. Bienvenue dans l'histoire la plus choquante, la plus controversée, la plus émouvante de l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, je vous raconte comment Michael Landon a littéralement fait exploser la petite maison dans la prairie et pourquoi il a brisé le cœur de millions de fans. Accrochez-vous. On va plonger très loin dans les coulisses. Et à la fin, vous ne verrez plus jamais Walnut Grove de la même façon. Likez dès maintenant si vous êtes prêts. Et abonnez-vous avec la cloche, parce que vous ne voulez pas rater la suite. Tout commence avec une femme, Laura Ingalls Wilder, née en 1867 dans une cabane en rondins dans le Wisconsin. Elle a vécu la vraie vie de pionnière, famine, gel, maladie, mort, mais aussi amour, famille, courage. À 65 ans, elle décide d'écrire ses souvenirs. 8 livres. Des best-sellers immédiats. Des millions d'enfants américains grandissent avec Marie, Laura, Carrie et rêvent de la petite maison dans la prairie. Mais en 1974, personne ne croit qu'on peut en faire une série. Nous sommes en 1973. L'Amérique sort du Vietnam. Watergate. Crise pétrolière. Les gens sont fatigués. Ils veulent du réconfort. NBC commande un téléfilm pilote. Titre, La petite maison dans la prairie. Budget modeste. Casting inconnu. Sauf un homme. À 37 ans, Michael Landon est déjà une star. Bonanza. La conquête de l'Ouest. Mais il n'est pas satisfait. Il veut créer. Pas juste jouer. Il lit les livres de Laura. Il pleure. Il voit son propre père dans Charles Ingalls. Un homme dur, mais juste. Un homme qui protège sa famille contre le monde. Il signe pour jouer Charles à condition d'être showrunner, scénariste, réalisateur. NBC accepte. Erreur fatale. Le 11 septembre 1974, le téléfilm est diffusé. 31 millions de téléspectateurs. Record. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste mignon. C'était vrai. Une scène où Carrie tombe dans un puits, suspense insoutenable. Une scène où Charles pleure la mort de son fils, larmes dans tous les salons. Une scène où les Indiens sont montrés comme humains,
pas comme méchant, révolutionnaire. NBC commande une saison complète. Et là, Michael Landon devient Dieu. Pendant que Dallas parle d'argent et de trahison, la petite maison parle de vie réelle. L'épisode Le Don en 1976 montre un lynchage, première fois qu'une série familiale aborde le racisme anti-noir de cette façon. L'enfant perdu en 1977 voit Carolina Crowe à la morphine, scandale. Sylvia en 1981 traite du viol sur mineur, interdit dans plusieurs pays. Le Seigneur est mon berger en 1977 montre la mort d'un nourrisson, 40 millions de larmes. Aucun autre show familial n'osait ça. Landon écrit 72 épisodes sur 204. Il réalise 89 épisodes. Il monte lui-même les scènes clés. Il refuse que NBC censure quoi que ce soit. Si vous voulez une série molle, allez voir ailleurs. Ici, on parle de la vie, dit-il. Les audiences explosent. Pic à 26,2 millions en 1978. Numéro 1 toutes catégories confondues. Même Dallas ne fait pas mieux. Mais déjà, les fissures apparaissent. Karen Grass le demande une augmentation, Landon refuse. Melissa Gilbert grandit, tension avec Landon. Melissa Sue Anderson s'isole, jalousie. Landon boit de plus en plus, saute d'humeur. Mais à l'écran, tout est parfait. Trop parfait? Trop parfait? La télévision change. Dallas, dynastie, Magnum, glamour, sexe, argent. Les familles regardent moins les dimanches soirs. Les enfants jouent dehors ou regardent MTV. En 1982, audience 15 millions. Toujours énorme, mais plus assez pour NBC. On veut du neuf. Du jeune. Du sexy, dit un dirigeant. Landon refuse de lâcher. Il propose un spin-off, des épisodes spéciaux, une saison 10. NBC dit non. Landon apprend que le décor de Simi Valley sera vendu ou réutilisé pour d'autres séries. Il explose verbalement. Si je ne peux pas garder Walnut Grove, personne ne l'aura. Il écrit le final. Titre, La petite maison, le dernier adieu. Durée, 2 heures. Scène finale, explosion totale. Le décor réel, construit en 1973 à Simi Valley. 22 bâtiments. 3 km de route poussiéreuse. Coût, 1,2 million de dollars, énorme à l'époque. La préparation, équipe de démolition professionnelle. 200 kg de dynamite. Caméra en 35 mm. Une seule prise. Le jour J, température 38 degrés. Acteur en costume complet. Silence total. Melissa Gilbert, j'ai pleuré toute la journée. C'était comme enterrer mon enfance. Karen Grassle, Michael était calme. Trop calme. Il savait ce qu'il faisait. L'explosion, première mèche allumée à l'église. Boum. Le clocher s'effondre. Deuxième charge à l'école. Troisième au magasin. La maison désingale. Charles regarde. Une larme coule. Boum. En 3 minutes, tout est détruit. Rien ne reste. Après la dernière explosion, personne ne parle pendant 10 minutes. Seule l'odeur de la poudre. Landon reste au milieu des décombres. Il ne bouge pas. Il regarde. Comme s'il disait adieu à un enfant. Les salaires. Michael Landon 100 000 $ par épisode en saison 1, 200 000 en saison 9. Karen Grassle 5 000 en saison 1, 12 000 en saison 9. Melissa Gilbert 500 en saison 1, 35 000 en saison 9. Inégalité flagrante. Grassle demande plus, Landon refuse, guerre froide. L'alcool, Landon commence la journée avec café plus brandi. Flasque dans la poche. Saute d'humeur. Les enfants acteurs ont peur. Les liaisons, Landon trompe sa femme avec Cindy Clerico, maquilleuse. Melissa Gilbert, 14 ans, l'apprend, trahison. 10 ans sans parler à Landon. Les rivalités, Gilbert vs Anderson, froid glacial. Argrim moqué par les adultes. Jumeaux Greenbush épuisés. Ce qui reste, 204 épisodes. 9 saisons. 3 téléfilms. Un spin-off raté. Une explosion légendaire. Ce que les acteurs sont devenus, Melissa Gilbert, politique, livre, théâtre. Karen Grassle, militante, mémoire. Alison Argrim, humoriste, activiste VIH. Michael Landon, Les routes du paradis, cancer, mort en 1991. Ce que la série a changé, première série familiale à parler de viol, racisme, drogue. A inspiré Dr. Quinn, When Calls That. Toujours dans le top 10 des rediffusions mondiales.
Pourquoi Michael Landon a-t-il tout détruit? Parce qu'il aimait trop Walnut Grove. Parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'on le salisse. Parce qu'il voulait que sa création meure pure. Il a préféré brûler son royaume plutôt que de le voir détruit par d'autres. C'était un acte d'amour. C'était un acte de colère. C'était un adieu. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, Walnut Grove est toujours là. Dans nos cœurs. Dans nos souvenirs. Dans les larmes d'une génération. Dites-moi dans les commentaires, quand vous repensez à la petite maison, voyez-vous l'explosion ou les câlins du dimanche soir? Likez si cette histoire vous a bouleversé. Partagez avec quelqu'un qui regardait la série avec vous. Abonnez-vous et activez la cloche. Pour prochaines vidéos. Et si vous voulez le script complet de cette vidéo en PDF, commentez script et je vous l'envoie par mail. Merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine vidéo. Même heure. Même chaîne. Prenez soin de votre petite maison.